Yacine, on te voit super bien. Mathias a disparu. C'est vrai, tu peux te rapprocher de moi. Attends, c'est moi, je vous fais pas de place. J'avoue que je suis chez moi, je vous mets en galère. Alors, je vais te rapprocher le micro. C'est le micro. Il faut bien parler, j'ai vu sur les. Toujours, sur les autres toujours émissions. proche du menton. Attends, c'est quoi? Je vais essayer de le masquer un peu les câbles pour pas qu'on te cache le visage. Voilà, comme ça, t'es bien. Parfait. Yacine, t'es un peu dans l'ombre alors. Non, t'inquiète. C'est à moi d'orienter un peu les machins pour qu'on puisse te voir mieux. Et qui est encore en ombre. Ah bah comme ça t'es mieux. Ah, nickel, ça va. Ouais, bien sûr. On salue Eddy derrière qu'on vient de voir passer de manière très furtive. Ça, tu sais quoi, on va te rapprocher de WAM ici. Du coup, toi, on va devoir te décaler. On va y arriver, les gars. C'est une question de secondes, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais rajouter 2-3 habillages et changer le titre de stream puisqu'on accueille un nouveau combattant. Ça enchaîne. Hein. Juste avant, on avait Sofiane Boukichor. Je sais pas si vous suivez les organisations d'Europe de l'Est, mais qui va combattre à Octagone MMA samedi là, à Bratislava. Donc, Sofiane qui est là contre Palache en poids lourd. Il y a des noms qu'on connaît, Octagone, Bookinger, etc. C'est rare d'avoir des Français qui combattent là-bas, donc on a fait une petite interview avec lui. Et là, on te reçoit, toi, Mathias Poiron, avec ton coach Yacine Bandoui. Ça va, j'ai pas écorché ton nom? Non, c'est bien. C'est la team lyonnaise. C'est ça, Qui est là. Climax Fight Academy. Ça fait plaisir. Et Mathias, je vais parler un français soutenu avec toi. Pour moi, tu as fait la plus grosse perf aujourd'hui du MMA GP. Alors je vais expliquer aux gens et à toi aussi parce que tu me regardes en mode qu'est-ce qu'il raconte, il est complètement taré. Attends, je vais mettre combattant invaincu du MMA GP et dans la sauce. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a souvent diffusé le MMA GP, on en a beaucoup parlé et t'as détruit le mec qui pour moi était parmi les meilleurs combattants de l'organisation, à savoir Emerson Silva. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que pour moi c'était un adversaire qu'aurait dû prendre un Cédric Doumbé à l'époque au MMA GP pour avoir un bon test, un mec qui est un peu bon au sol, etc. et qui a de l'expérience. Ça s'est jamais fait. Et toi, quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'au-delà de battre Emerson, qui est quand même un sacré morceau, c'est que tu as carrément fait jeter l'éponge au camp adverse. Oui, c'est vrai. C'est d'une rareté absolue. C'est déjà dans le qui a jeté l'éponge, ouais, c'est vrai. Dans le MMA. Et en plus, Emerson, c'est des teams assez solides qui sont réputés pour pas trop être dans cette optique-là. À savoir, il est entraîné parfois par Daniel Vorin, là, c'était Cyril Diabaté. Et on a préféré arrêter. Et t'es là tout sourire avec nous alors que tu détruis des personnes dans des cages. Non, c'est vrai qu'il était très coté, Emerson. Ouais. Il a fait des gros combats. En gros, il pulvérisait ses adversaires en 1, 2, 3 minutes. Et pour moi, ça s'est bien passé, donc tant mieux pour moi. Mais ouais, très content du combat. On a fait une bonne stratégie avec Yacine et l'équipe Climax. Donc ouais, super content du combat. Je monte un peu ton volume Pas de souci. et je vais te rapprocher un tout petit peu. Est-ce que vous entendez mieux, Mathias? Ouais, donc grosse perf. Ouais. Et ta particularité, c'est qu'aujourd'hui, donc t'es en professionnel à 6 victoires, 0 défaite, 100% de finish. 6 finish, 4 KO, TKO et 2 soumissions. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Ça commence bien. Au niveau du coach, on est satisfait, non? Normalement, là, ça se passe plutôt bien. T'as quel âge, Mathias? J'ai 27 ans. Ah ouais, donc je les ai eu en encore... juin. Je suis encore assez jeune, mais guillemets. Faut pas traîner non plus. Mais après, je suis jeune dans la MMA parce que ça fait que 2 ans que je suis en pro. Okay. Donc c'est le début pro. Donc j'ai encore le temps quand même de progresser et puis d'aller voir plus loin, quoi. Ok. Le but pour nous, ça va être de faire un petit peu plus connaissance avec toi parce que t'es pas le combattant le plus exposé ou le plus connu aujourd'hui. Pas du tout. Il y a une raison à ça? C'est ma nature en fait. Je suis plutôt discret, ça m'intéresse pas forcément d'être à la lumière devant le grand public. Donc, je suis quelqu'un de discret, je reste naturel et puis voilà, je suis comme ça. D'accord. Et le MMA, comment c'est venu? Est-ce qu'il y a une raison particulière déjà? Alors c'est pas une raison particulière, mais en gros j'ai mon meilleur pote qui en faisait quand j'avais 12 ans, il avait 13 ans, je dis 12 ans, c'était 15 ans pardon, donc c'était il y a 12 ans. Et du coup un jour il m'a dit de faire un entraînement avec lui pour essayer. Donc on a testé ça dans un terrain de foot, genre un terrain vague quoi. J'ai apprécié. Du coup après je l'ai rejoint dans son club. J'ai fait un cours d'essai. Attends, mais qui faisait ça? C'était pas chez Ibra TV là? Non. Sur le terrain de foot. On a fait entraînement à l'arrache dans un terrain de foot. Un après-midi, il faisait bon, on s'est fait ça. Il m'a dit que j'avais des bonnes capacités au niveau de la lutte, tout ça, des bons appuis, etc. Du coup je me suis entraîné avec lui dans son club. Et puis après j'ai accroché et j'ai enchaîné. Ça fait 12 ans maintenant.
12 ans? Ouais, 12 ans que je fais du sport de combat. D'accord. Donc j'ai commencé par le MMA, j'en ai fait 2 ans, et ensuite je me suis mis vachement au kickboxing, boxe thaï. En parallèle, je faisais de la lutte, du grappling, etc. Et puis il y a 5 ans, je suis arrivé à Lyon, et il y a 4 ans, je me suis mis à la Climax Fight Academy pour vraiment faire du MMA pur, quoi. Ok, donc t'as fait MMA, pied-point, C'est ça. ensuite plutôt sport de préhension, Ouais, c'est ça. retour au MMA. C'est ça, exactement. Ce qui est un parcours assez intéressant, ça ressemble un petit peu à Anthony Salamone qui était au PFL, Oui. qui a fait MMA, lutte, C'est ça. retour au MMA. Ouais, mais toujours dans une optique de faire du MMA en fait. Je faisais du pied-point pour le MMA, de la lutte ou du grappling pour le MMA. Je pensais toujours au MMA en fait. Ah ouais, La ok. finalité c'était vraiment de faire du MMA et d'en faire en compétition. D'accord, donc tu t'es intéressé aux disciplines de manière individuelle, mais pour bien t'en servir dans le MMA. Exactement. Et après quand je suis arrivé à Lyon, il y avait un vrai club de MMA et donc là j'ai fait du vrai MMA pur et dur, quoi. Ok, parce qu'on rappelle qu'au Climax, il n'y a pas que toi qui combat, enfin, ou qui t'entraîne. Non. Il y a Yacine aussi, Yacine qui entraîne, mais t'as surtout, il y a Fares Ziam, Yanis Gemouri, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, ils sont partis maintenant, ils ont... Parce qu'en fait, ils étaient en électron libre là-bas. D'accord. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils profitaient un peu de la structure des athlètes. Et maintenant, ils partent sur un autre club qui va s'ouvrir sur Lyon. Et D'accord. on sera toujours en collaboration, etc. Ok. Donc toi, tu es un peu aussi le centre de formation lyonnais, là où on fait ses premières armes en tant que pro. C'est ça. C'est ça? Parce que moi, je suis resté 6 ans au Canada. Ok. J'étais le sparring de Georges Saint-Pierre. J'étais à la Tristar pendant 6 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis revenu juste après le Covid. Mhm. Et donc, ça venait d'être légalisé. Et là, j'ai pu surfer et enseigner vraiment le savoir anglo-saxon. Ok. Voilà, la méthode anglo-saxonne. Les méthodes, MMA. etc. Ouais. Les combattants lyonnais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce que le secret, c'est les tacos lyonnais? C'est quoi votre secret, les gars? Non, mais parce que ça performe bien, là, les lyonnais. Alors, c'est pas ceux... Alors, je le dis très honnêtement, et c'est pas méchant, vous n'êtes pas les plus visibles en termes de commu, de réseau et tout. Par contre, dans la cage, ça se passe bien. Voilà, on a des bons résultats dans la cage effectivement. Si je parle vraiment de la team Climax, je pense qu'on a 90% de victoire. Enfin, on a vraiment, que ça soit amateur ou pro, hein. On a vraiment un gros taux de réussite. Et après, pour parler de la bouffe, oui, les tacos ils sont très bons à Lyon. Et moi, après les combats, c'est plutôt une bonne grosse pizza que je mange. Ah ouais, Une bonne grosse pizza, ouais. Ouais, et toi, t'aimes bien justement le vivier lyonnais? Tu trouves qu'il y a Déjà, on a un pied-point qui est assez remarquable. Ouais. On a plusieurs clubs à Lyon, dont Faisal Omrani, des gros coachs en anglaise, des gros Nasser Kassem, c'est des grosses écoles de Muay Thai par exemple. Ok. Et donc il y a un bon vivier et puis c'est des gens qui ont faim en fait. C'est ça, les Lyonnais ils ont faim, ils sont pas très médiatisés, ils voudraient être plus médiatisés. Et donc il y a un peu ce complexe là qu'on essaie de combler justement par des grosses performances. Ok, ça marche. Alors je regarde là s'il y a des commentaires dans le chat. Ouais, direct, tout le monde lâche ses meilleurs trucs. Ouais, Mister Tacos, Force au 6-9, la sauce fromagère, etc. Le secret de Mathias, la pizza 4 fromages. C'est mon beau-frère, ça, je crois. Faut Desberry aussi, c'est une grosse école, je vois. Ouais. Et du coup, ouais, donc c'est quoi le premier lien que tu as avec le sport de combat? C'est cet entraînement qui te fait vraiment vriller ou t'avais un intérêt? Emerson Silva qui a mis un petit message. Je le salue d'ailleurs, hein. Waouh, Emerson. Mais ça fait plaisir de le voir dans le chat. Franchement, je suis étonné. Emerson, je vais lui parler directement, c'est drôle. Parce que Emerson, je l'ai vu au cirque d'hiver battre Mathieu Chaumont. Avec une sacrée guillotine, donc bravo Emerson. Ensuite, le jeu du MMA GP a fait qu'il a affronté un de mes amis qui s'appelle Bruno Loret. Oui. Que tu as un peu défoncé dans tous les sens, Emerson. C'est clair. Du coup, Mathias t'a fait payer indirectement. C'est la vengeance. Non, je rigole. Non, mais on le redit, et puis il n'était pas là quand je l'ai dit, mais qui pour moi est un des tout meilleurs du MMA GP. Bon, maintenant, je pense qu'il y a ton nom forcément qui s'insère là-dedans, mais vraiment, Emerson, c'est quelque chose. Est-ce qu'il est possible de monter le son de Mathias? Je suis déjà au maximum. Après, le truc, c'est que moi, je gueule. Et les gens parlent. Moi, je peux parler plus proche, mais je pense que je suis déjà assez proche. Ouais, je pense que c'est bien là. Donc, c'est peut-être moi, je vais parler moins fort. Ouais, ou parler un petit peu plus fort si tu. Pas de soucis. Il y avait déjà t'avais déjà un intérêt pour le sport de combat avant cet entraînement? Tu parles comme d'une révélation, je sais pas, des films, des trucs. Ça t'inspirait un petit peu? Alors, j'ai toujours été attiré par le sport de combat depuis tout petit. Je me souviens qu'en primaire, il y avait un club de boxe anglaise qui était devant l'école et je passais devant et ça m'attirait, mais voilà, j'ai jamais passé le cap. Et non, mis à part ça, c'était vraiment l'entraînement avec mon pote qui m'a vraiment fait découvrir ça. Et ensuite, j'ai vraiment accroché en faisant mon premier cours dans un vrai club, une vraie structure. Mais non, avant ça, à part ça, pas forcément plus que ça.
ça quoi. J'ai fait du foot pendant très longtemps. J'en ai fait même. T'as joué vers Rennes et tout? Ouais, dans un gros club à Rennes, c'était la Tour d'Auvergne de Rennes. J'ai joué pendant quasiment 15 ans en foot. Ah ouais? Ouais, 15 ans en foot, ouais. Et j'avais plutôt un bon niveau en plus. Et quand j'ai découvert le MMA, j'ai arrêté complètement le foot et MMA à fond. Est-ce que du coup t'as des qualités du foot qui se retranscrivent dans le MMA, genre des low kicks incroyables? Parce qu'on sait que par exemple José Aldo avait fait beaucoup de foot et qu'il avait des low kicks ultra destructeurs. Est-ce que c'est aussi ton cas? Je pense que j'ai des bonnes jambes puissantes. Je suis pas très souple, mais quand je les mets en bas, elles sont assez puissantes en low kick. Et par contre, j'ai une bonne condition physique. Je sais pas si c'est grâce au foot, mais ça a pu jouer. Une bonne condition physique et un très bon cardio. Donc je pense que je tiens ça du foot. Je pense, ouais. Et il me fait penser à Khabib un peu. Bah, c'est vrai que t'as un physique, t'as un mélange là, dans la dégaine, la barbe et tout. Moi je disais Khamzat un peu tout à l'heure. On me le dit tout le temps. On me le dit, c'est la barbe et tout. On me le dit souvent. Ouais. Est-ce que tu cultives ça un peu parce que tu te dis, ouais, les mecs ils vont flipper, ils vont tous penser que je suis daguestanais? On me le dit tout le temps, mais pas du tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, les oreilles, ça aide pas non plus, je pense. Godefroy qui dit, ouais, gros point fort ton cardio apparemment. Ouais, c'est vraiment, j'ai un cardio pas illimité, mais pas loin. Je pense que je peux tenir vraiment, ouais. Ah ouais, parce qu'en plus tu débites pas mal, enfin t'es dans une catégorie, alors je l'ai pas dit, c'est vrai, pardon, je le reprécise, t'es chez moins de 70 kilos. Oui. C'est la catégorie la plus dense de façon mondialement, hein, parce que c'est là où il y a le plus de, on va dire, de physiques normaux ou courants. Oui. On a l'habitude de dire à l'UFC que c'est la catégorie des tueurs notamment, et c'est vrai que si t'as un bon cardio en moins de 70, normalement ça se passe plutôt bien. Ouais, puis dans le sport de combat, pour moi c'est vraiment important d'avoir une bonne condition physique, donc cardio et endurance musculaire, c'est vraiment primordial quoi, plus le mental. Cardio, ça se bosse comment? On voit qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui courent en montagne, il y en a qui font beaucoup de fractionnés, on voit typiquement les pensionnaires de la Hatch Academy régulièrement faire des tours de stade, du fractionné, etc. Toi tu as une méthode particulière, tu as un secret pour ce cardio? Je sais pas si c'est un secret, mais c'est beaucoup de sparring, on fait beaucoup de sparring nous. Et des fois c'est je reste contre le mur pendant 5-10 minutes s'il faut, et les mecs ils viennent sur moi et ça tourne, ça m'amène au sol, je me relève, etc. C'est beaucoup de sparring. C'est quoi ta façon, ta méthode d'entraînement, toi Yacine, si tu dois l'expliquer? Là on voit ces exercices de répétition, mais il y a des trucs qui sont particuliers à ce que toi tu veux transmettre dans le MMA? Moi je pars du principe c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc en fait j'essaie de faire un maximum de thèmes, de thématiques et de mise en pratique, moins de courses mais plus de sparring de qualité, on va dire. C'est comme ça. Et justement, pour parler un petit peu de Mathias, toi qui as vu et qui vois passer des combattants qui vont à l'UFC derrière, le potentiel de Mathias, est-ce que tu vois chez lui en tant que combattant, ça pourrait l'emmener jusqu'à où en termes de carrière et d'organisation? Moi, c'est une certitude qui peut aller à l'UFC. Ah oui. C'est quelqu'un qui est surdoué, qui est très travailleur, très travailleur. Et en plus, qui a une humilité qui lui permet justement de transcender pas mal de choses et d'être toujours garder la tête froide face à l'entraînement, etc. Donc qui gagne, enfin il a toujours gagné, mais justement c'est plus pratique ça. Mais ses victoires, en fait, il s'est jamais reposé. Même après ses victoires, il s'est jamais reposé, il a toujours continué à travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est honorable chez lui. Dans ta manière de combattre et dans les combats que tu as fait, t'as pu ressentir de la facilité parfois, et pas de manière péjorative, mais ne pas sentir vraiment plus de difficultés que ça? Non, en fait c'est jamais facile, c'est pas parce que je domine sur un combat que c'est facile. En fait je pense que c'est mon style de combat qui fait que le combat paraît facile. C'est parce que j'arrive à imposer mon rythme ou mon jeu, et du coup je prends le dessus physiquement ou mentalement ou techniquement sur l'adversaire. Mais c'est jamais des combats faciles, hein. C'est moi qui mets une stratégie en place avec le coach, on arrive à l'appliquer et du coup on déborde de l'adversaire, mais c'est jamais facile un combat. Et ce que je voulais savoir, c'est quoi la partie que t'aimes le plus dans le MMA, celle qui, si on te l'enlevait ou si elle faisait pas partie de ta manière de combattre, tu serais pas bien? La partie, le sport entre guillemets dans le MMA qui fait que c'est le pied-point, enfin le striking. J'aime beaucoup, j'aime trop le striking. Ouais, vraiment, j'en ai fait tellement longtemps. Cardio, je pense que c'est... en plus, c'est vraiment le striking et le fait de débiter, de noyer l'adversaire en fait sous le striking. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Il y a des techniques en particulier que tu aimes bien utiliser en striking? Par exemple, tout ce qui est low kick, ça s'appelle les appuis. Tout ce qui est travail au corps aussi. Après, pareil avec les jambes, j'aime beaucoup. On le travaille beaucoup aussi avec Yacine. Et puis après, je vais pas trop en dévoiler non plus parce qu'on sait jamais s'il y a les adversaires qui regardent. Mais ouais. Tu sais déjà, c'est quand ton prochain rendez-vous, ton prochain combat? C'est pas sûr. J'espère combattre le 21 octobre à Bordeaux. Ah oui, ça c'est pas très longtemps. C'est ça. On cherche un adversaire du coup. Parce que tu veux passer une annonce?
Non, mais en fait, celui que je devais affronter pour la finale, donc pour la ceinture des lightweight, des 70 kilos, c'est Kewani Lopez. Et a priori, il est out pour octobre. Du coup, on cherche un autre adversaire. Bon, donc, on cherche un moins de 70, s'il vous plaît, dispo à Bordeaux. C'est ça. Prêt à affronter Mathias Poiron. Dans 17 jours. Parce que bon, c'est vrai que là, les gars, ils vont se dire, attends, Mathias Poiron, je vais voir le Tapologie. Ils vont voir 6-0, ils vont voir 100% de finish. Ça aide pas, je pense. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont faire des petits moonwalk. Donc... c'est possible. Je pense que t'es craint aujourd'hui, vraiment. Enfin là, quand tu termines quand même Emerson Silva, c'est un message que t'envoies, je pense, en termes aux autres combattants français, enfin aux autres combattants de leur gamme, mais on sait c'est principalement français. Tu penses qu'aujourd'hui, là, t'as un statut où tu peux être le combattant à éviter ? C'est possible. Après, craint, je sais pas. J'irai pas dire jusqu'à être craint, mais je sais qu'il y a beaucoup de refus. J'en ai entendu parler, on me l'a dit, et je sais qu'il y a des refus d'adversaires. Après, craint, je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de refus. Donc comment tu le vis, toi ? Pas très bien, parce que moi je veux combattre, je veux enchaîner, c'est le moment où il faut enchaîner, quoi. Donc c'est vrai que du coup je prends pas mal de short notice parce que les mecs refusent les combats, donc j'attends et puis au dernier moment on me sort un adversaire. Donc c'est toujours embêtant, mais après c'est le jeu, maintenant je suis habitué, on va dire. Je suis habitué. Est-ce que tu es obligé d'aller chercher du coup des combattants étrangers, des trucs comme ça, quand c'est pas facile, j'imagine, de trouver des Français ? Ouais, on propose du coup des étrangers ou autres. Enfin après moi je prends tout ce qu'on me propose, entre guillemets. Ouais, moi je m'en fous. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué du coup. C'est compliqué. Mais après si on me propose un étranger, un français ou autre, j'irai quand même, hein. Moi je m'en fous tant que je combats en fait. Moi, après, dans la logique, si on t'affronte aujourd'hui, et si on écoute Yacine et que finalement il y a clairement une possibilité pour toi d'aller à l'UFC, ça peut aussi être gratifiant, même si on perd contre toi, de se dire mais je fais partie de ceux qui y sont allés, et ce mec là, regardez où il a fini, tu vois. Je sais pas si les combattants ils le voient comme ça en fait, parce que oui c'est gratifiant, mais du coup est-ce qu'eux ils protègent leur carrière aussi un petit peu ? C'est vrai. Et du coup ils veulent éviter de prendre un gars sur le papier solide, on va dire. Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'il y a beaucoup de refus, donc je pense qu'ils voient comme ça les adversaires. J'ai une vraie question par rapport à ça, parce que c'est un débat et c'est un cas de conscience que je me pose en permanence. Est-ce que tu trouves que dans les orgas françaises on fait trop de combats franco-français ? Est-ce que tu trouves qu'on devrait en faire moins ? Est-ce que, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays, on devrait préserver les bilans et les carrières de quasi tous les combattants français en les emmenant combattre sur des combattants étrangers, par exemple ? Non, je suis pas sûr. Je pense que les combats franco-français, ça attire plus du coup le public français. Donc je pense qu'il faut garder des combats franco-français et puis combattre contre des Français, être le meilleur sur son territoire pour ensuite partir à l'étranger et combattre des étrangers, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant les combats franco-français. Ok, d'accord. Parce que pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est toujours triste quand il y a un Français qui mange un rouge sur un autre Français. Mais en même temps, tu me diras, si c'était un étranger, il lui aurait mis un rouge aussi, c'est pareil. Ouais. Mais, en fait, c'est le après, je trouve, qui est dur. Autant, j'ai l'impression, avant les combats, etc., ça a l'air plutôt ok. Même dans l'ambiance des combats, parce qu'on a le souvenir du combat de l'UFC pareil, même si le dénouement est un peu bizarre. Ça avait l'air d'être quand même plutôt bonne ambiance entre Yanis Guémouri, William Gomis, etc. Mais c'est vrai que le après, tu vois, il a l'air toujours un peu plus... Ouais. En fait, moi, je disais ça vraiment pour une organisation française. Ouais. Par contre, pour l'UFC, Bellator, enfin tout ce que tu veux qui est à l'étranger, non, là, il n'y a pas de combattants franco-français. Non. Là, c'est français contre étranger. Okay. Mais pour une orga française, oui, des combats franco-français, c'est ce qu'il faut. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi bien créer les bons niveaux aussi, ça, j'imagine, bien savoir jauger les gens, c'est important. Pour passer à l'étape supérieure, du coup. Ok, ça marche. Est-ce que tu as... un combattant qui t'a inspiré particulièrement, que tu suis ? Est-ce que déjà tu suis beaucoup le MMA ? Ouais. Je suis énormément le MMA, surtout ma catégorie du coup. Ok. Et un combattant, on va dire, qui m'inspire dans son style, dans sa mentalité, c'est Benoît Saint-Denis. Okay. Mais vraiment, ouais. Vraiment. Son côté forcément guerrier, le fait que ça soit des combats qui sont tout le temps engagés, etc. Donc moi ça m'inspire beaucoup ça. Et du coup j'essaye de le reproduire, c'est naturel entre guillemets chez moi, j'aime bien ces combats engagés, mais j'essaye de reproduire un peu son style et entre guillemets son style de mentalité dans le combat. Ok, mais toi Yacine, ça te fait pas flipper quand un de tes élèves te dit moi je veux le style que j'aime bien c'est le style Benoît Saint-Denis, parce qu'on a le souvenir de Daniel Voirin, donc qui est le coach de Benoît Saint-Denis, qui en plein milieu de son combat à l'UFC Paris lui fait mais arrête de rentrer dans la bagarre, t'es meilleur que lui. Mais on dirait qu'il veut pas s'en empêcher. Toi ça te fait pas un peu... Si, d'ailleurs j'avais ce problème avec lui, souvent je lui disais qu'il se jetait trop, etc. C'est quelque chose qu'on corrige après chaque combat, mais après ça reste son style. Le tout c'est que j'aime bien qu'il mette la pression sans trop en mettre non plus, qu'il sache gérer justement la pression et pas tomber dans de la bagarre, ou de la bagarre qui soit propre. Parce que des fois il y a des prises de risque, comme Benoît Saint-Denis, il peut prendre des contres et perdre un combat alors qu'il domine absolument tout le combat. Ouais. Avec Mathias j'ai un peu peur de ça, mais il le gère plutôt bien jusqu'à présent. Mais est-ce que finalement c'est pas aussi
ces styles de combattants-là qui nous manquaient en France pour rendre les combats plus excitants. Tu sais, parfois, on se reprochait un peu d'avoir des combattants qui étaient très décision, très stratégiques. Avoir ces combattants engagés, c'est peut-être aussi ça que le public veut. Hein. Bien sûr, puis il devrait y avoir que ça, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'un combattant, c'est fait pour être, pour combattre de la manière dont ils combattent les deux. C'est fait pour être engagé, c'est fait pour être dur et de la prise de risque. Je trouve qu'il y a trop de combattants, justement, qui sont trop chétifs. Ah ouais? Ouais, trop dans le... La gestion, trop dans la réserve. Etc. Ouais, exactement. Ok. On est là pour régaler un peu le public, quoi. Ouais. Et donner un peu de show. Bah ça va, avec Mathias, normalement, on est plutôt bien servi. Ça va. Et ouais, et pas forcément de difficulté dans tes combats, c'est un peu comme... Enfin, tu dis, il y a une difficulté, mais... Comment dire? C'est jamais facile, mais quand nous, on te regarde combattre, pour toi, ça a l'air quand même facile. Ouais, mais c'est un peu comme Baki. Enfin, c'est pas le même style, parce que je pense qu'en pied-point, t'es peut-être plus avancé, et lui peut-être dans le contrôle au sol. Enfin, c'est pas forcément le même style. Mais ouais, il y a cette impression. Nous, en tout cas, quand on regarde, ça a l'air facile pour vous. Hein. Enfin, oui, mais c'est vraiment l'impression. Mais non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile. Et, non, ouais, c'est mon style qui fait que j'arrive à prendre le dessus sur les adversaires. Mais non, c'est jamais facile. Non, attends, j'essaie de régler. Ah ouais? Il clignote? Attends, mais je crois qu'il est sur la fin de vie. De toute façon, nos micros, là, ils nous ont quasi tous lâchés. J'essaie de te booster le son parce qu'apparemment, il est un peu light aussi. Ouais, ils disent le micro du coach. Ouais, vas-y, on va le tapoter. 1, 2. 1, 2. On va essayer comme ça. Attends, je vais te le booster encore. J'espère qu'il va pas saturer juste. Et dites-nous dans le chat si ça sature. J'ai augmenté le micro de Yacine. Oui, je sais. Alors là, pour le coup, c'est des... On t'a entendu en... C'est toi, ça. C'est Eddie. Eddie, il veut nous saboter. Alors, on le voit pas, mais on va le dénoncer hein, quand même. Merci. Merci pour ça. Non, mais ça a l'air d'aller mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on attend un adversaire pour potentiellement combattre le 21 octobre. C'est ça. Ce sera en même temps que l'UFC Abu Dhabi, je suis en train de me dire. Oh ouais. Enfin, juste avant, quoi. Ouais. Non, même, c'est en même temps parce qu'il sera en prime time, le UFC Abu Dhabi. Parce que c'est Abu Dhabi, du coup. Oui, du coup, ouais. Ok. Ça va être une grosse soirée. Et comment tu fais quand c'est comme ça? Tu te mets le replay juste après? Ouais, direct, à l'hôtel, direct replay. Ah ouais? Tu regardes toutes les orgas et tout? Toutes les orgas françaises, oui. Et étrangères quand il y a des Français, du coup. Et l'UFC en général, toutes les cartes quasiment. Ouais. Toutes les cartes? Ouais, pas tous les combats, mais tous les combats principaux ou les combats qui m'intéressent de ma catégorie, etc. Ok. Est-ce qu'il y a justement dans ce suivi, dans cette passion que tu as, est-ce qu'il y a pour toi un combattant que là tu as déjà détecté, tu te dis ok, ce mec-là il va tout arracher par exemple, ou tu as déjà un bon feeling sur certains combattants qui ne sont peut-être pas au sommet de leur carrière encore? Parce que si je reparle de Benoît, pour moi il a déjà prouvé que, enfin il est déjà top 15 mondial, donc il a déjà prouvé quoi. Après un combattant moins connu du coup. Ouais, par exemple. Je pense Baki, je pense. Ouais. Ouais, je pense que Baki va aller très loin. Quand je vois ses combats, c'est tout en maîtrise, il est vraiment techniquement fort, il est complet, donc je pense que Baki il ira très loin. Ouais. Baki, si je dois en citer un autre, peut-être Axel Sola aussi. Ah ouais, ok. Axel Sola, ouais. Je trouve qu'il est très, très posé dans ses combats, très intelligent. Il est complet aussi. Donc je pense qu'il ira aussi loin dans sa carrière, ouais. Assez spectaculaire aussi, Sola. Aussi, ouais. Une des particularités qu'il a, je trouve. Ouais, carrément. C'est d'envoyer des techniques qui, tout de suite à l'œil, tu dis waouh. Ouais, carrément. En plus, toi, tu te situerais entre les deux, là, en termes de KT, si je dis pas de bêtises, parce que Baki c'est 77, toi 70. C'est ça, et Sola 70. Ah, il fait 70 aussi, ouais, pardon. Il combattait, je crois, en 74 en intermédiaire au Brave. Ouais. Parce qu'au Brave, ils font la KT intermédiaire. Mais là, il est passé en 70 à l'ARES. Ok, ma bad, j'ai cru qu'il était passé en 66, j'ai inversé. Ah, il fait la ceinture contre Yunusov. Ouais, l'un des frères Yunusov, c'est ça, en 70. Et ouais, il y a l'autre frère Yunusov, je crois qu'il est en 66 ou 61. 61, je crois. 61, ouais. C'est ça. Contre Aïda. C'est ça. Allez, on a remis, ça y est, on est à jour. Et Baki qui sera contre Klinkhammer, voilà, pour avoir exactement. tous les noms. Pour la ceinture aussi. De toutes les ceintures. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Prochaine étape, s'entraîner avec des kangourous ou des ours. Bon, je suis pas sûr. Non, mais est-ce que tu voyages un peu dans le cadre des entraînements, aller chercher d'autres trucs à les compléter un petit peu, c'est ce qui se fait pas mal. On sait que Fares l'a pas mal fait aux États-Unis. Ouais. Ça fait partie de ton développement ou c'est peut-être pour plus tard? J'y pense, je l'ai fait un petit peu mais en France, pas à l'étranger encore. Enfin, je suis parti en Thaïlande 2 semaines mais ça remonte un petit peu. Sinon, ouais, en France, je suis parti du coup avec la Team Warin.
Donc il y avait Daniel, Benoît, etc., toute la clique. Et je suis parti aussi faire des petits cours privés avec Thomas Loubersan. Ah oui. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas qui est Thomas Loubersan. Thomas Loubersan, c'est l'un des plus gros grappleurs français avec le plus gros palmarès. Ok. Il a été champion, alors je sais pas le nom des compétitions, mais enfin bref, très gros grappleur français. Et ouais, du coup, j'ai fait pas mal de petits cours privés avec lui quand je suis monté sur Paris. Et sinon, non, c'est à peu près tout. J'aimerais bien descendre dans le sud à la team Boxing Squad, ouais, c'est ça, à Nice. Aldric, si tu nous écoutes, tu peux ouvrir la porte. À l'occasion, ouais, pour essayer, voir autre chose, etc. Ouais. Et sinon, non, je reste sur Lyon. Je m'entraîne aussi en grappling sur Lyon. À la team que je salue d'ailleurs, One Jiu-Jitsu, avec Vincent Nguyen et Arnaud Piété. Et donc voilà. Et toi, pareil, tu vois, dans ta salle et tout, comme ce que disait Yacine un petit peu, les Lyonnais, il y a un vrai coup à faire en MMA, il y a de quoi bien travailler là. Ouais, il y a vraiment du potentiel. Nous, on a un gros groupe d'amateurs aussi, qui performent vraiment sur toutes les compétitions amateurs. On a quoi, un noyau de quoi, une dizaine d'amateurs, je pense. Ouais, typiquement, là, on a l'AEF la semaine prochaine, il y a des gens de chez vous qui vont combattre là-bas. Moi, je vais laisser Yacine. Ouais. Il devait y en avoir un, et là ça marche. Je sais pas si ça marche. Bah, je sais pas, dites-nous le chat si vous entendez bien Yacine, j'espère en tout cas. L'AEF, il nous avait proposé pour Adam. Adam, c'est un bon petit là, il est quasiment au port du pro. Il a combattu en Suisse sur la même carte que Mathias contre Emerson. Et il a mis KO son adversaire, gros KO en crochet gauche. Mais finalement, on va en Suisse. J'en amène plusieurs en Suisse là, au HFC. Ok. Oui, HFC, c'est souvent là où font leur premier combat. Amateur, ouais. Il n'y a pas de protection, donc c'est bien, ça la met direct dans le vif du sujet. Oui, parce qu'on rappelle qu'amateur, justement, il y a souvent, enfin en France en tout cas, c'est protège tibia et t-shirt, c'est ça? C'est ça, ouais. Des fois, on peut enlever le t-shirt, ça dépend des orgas, mais ouais, c'est Rashguard et protège tibia. Ok, bon, on va suivre ça, les pépites lyonnaises. Ah, apparemment, c'est beaucoup mieux pour le son de Yacine. Ah oui, Emerson de chez Warin. Ouais, bah ça t'a fait quoi justement de l'entraînement un peu avec Team Warin? T'as vu des choses, des trucs un peu distinctifs? Ouais, une autre approche, en fait ils font vachement de spécifiques, genre il y en a un qui compte la cage, l'autre il est juste en pied-point et l'autre qui compte la cage, il a que le droit d'amener au sol par exemple. C'est vachement de spécifiques, du coup on doit sortir de notre zone de confort. En gros on a l'obligation, si on est plus striker, d'aller lutter par exemple. Ouais. Donc du coup ouais, c'est bien, ça fait une autre approche, c'est différent. Du coup on l'a un petit peu ramené aussi à la climax, où pour le combat justement contre Emerson, j'ai beaucoup travaillé de au sol. Parce que c'était une possibilité qu'Emerson m'amène au sol, vu que c'est son point fort, c'est un bon point fort la lutte. Du coup, on l'a beaucoup travaillé, donc ouais, c'est des choses qui, c'est un bon plus quand même d'aller voir ailleurs et de ramener ça dans la salle du coup. Ok. Et tu sais là, je vais quand même dire que tu es encore au début professionnel, même si tu as déjà 6 combats. Comment ça se passe en termes de rythme de vie? Tu bosses à côté, tu as besoin de te faire des sous, comment ça se passe? Ouais, alors moi je bosse à côté, je suis policier, du coup à côté. Ah ouais? Ouais, je suis policier. Putain, mais t'as pas la dégaine, désolé de le dire, mais vraiment, t'as vraiment pas la dégaine. Ils font des crimes les policiers, voilà. Dans la cage. Hein. Non mais lui, t'imagines, non mais moi ça me fait des scénarios dans ma tête. Et je me dis, le mec il te contrôle, s'il doit te rattraper, te mettre une balayette, tu vas faire un salto mon pote. Donc ouais. Bien sûr, il n'a le droit absolument déjà jamais d'utiliser la violence en service. C'est réglementé, non, heureusement. Et en plus, avec toutes les ceintures qu'il a, il est triple arme blanche. Donc doucement. Donc ouais, je suis policier, donc il y a un gros rythme de boulot quand même. En gros, pour faire simple, j'ai une grande semaine, une petite semaine. Une semaine où je travaille 2 jours et une où je travaille 5 jours normalement, mais moi je pose toujours un jour. Donc une semaine où je travaille 4 jours et une de 2 jours. Okay. Et donc je m'entraîne donc tous les jours quand je bosse, je m'entraîne le soir à la salle. En journée, si je peux faire une séance par semaine en plus sur mon temps de travail, j'essaye. Et sur ma petite semaine, je m'entraîne, sur mes repos, je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Ok. Et dans la police, t'as un truc particulier? C'est une section? Non, c'est je connais pas les grades et tout machin. Non, c'est en police secours, en gros c'est ceux qu'on voit sur la voie publique et qui interviennent pour toutes les missions classiques. Y en a qui disent tu patrouilles dans quel coin que j'y aille pas? Ouais. Alors je vais pas dire où je patrouille même pas pour ça, c'est plus par sécurité, par principe on va dire. Je vais pas dire où je patrouille. Ils savent tes collègues tout ce que tu fais, le combat et tout, ils sont tous devant RMC le soir. C'est vrai? Ouais, tout le monde pour regarder RMC, pour regarder le combat sur RMC. Mais c'est marrant et du coup on y retrouve aussi, sans faire un parallèle vulgaire, mais le côté
un peu justice et défense. Quand tu parles de Benoît Saint-Denis, lui c'était plutôt l'armée et les forces spéciales. La police c'était vraiment une vocation ou c'est pour manger concrètement? Non. À la base c'est vraiment une vocation. Ok. J'avais beaucoup d'objectifs dans la police. Ok. Mais maintenant que le MMA est rentré vraiment dans ma vie, on va dire, et que je commence à performer un petit peu, et ben c'est vraiment le MMA qui a pris le dessus et donc j'envisage même de quitter la police pour me lancer vraiment à fond dans le sport de combat, le MMA, et passer mes diplômes à l'extérieur pour donner des cours à côté, quoi. Ok. Et il n'y a pas de sponsoring qui peut être mis en place par la police, les unions policières c'est pas reconnu police en fait, c'est pas un sport olympique, c'est pas reconnu police, du coup c'est pas un sport reconnu police, donc il n'y a pas d'avantage. Ah, c'est relou ça quand même. À l'époque il y avait des tiers-temps pour certains sports, maintenant ils le font plus par le manque d'effectifs en fait, donc du coup non, c'est pas reconnu. Donc j'ai pas d'avantage. Ouais, c'est ce qui est dommage pour toi parce que. Ah bah oui. Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais je crois que l'US Métro c'est rattaché à des trucs par exemple, et c'est une salle de MMA dans laquelle ça peut être avantageux pour plein de personnes. Oui, tu vois. ouais. Mais là, que ce soit. Nous, non, il n'y a pas d'avantage du coup. Faites quelque chose, merde. S'ils m'entendent. Peut-être le talent MMA là, de l'année, mettez des trucs en place quoi. Sinon il va casser ses collègues, il n'aura pas le choix le type. Ça va pas ou quoi? Non, genre, je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Bah, je trouve ça intéressant. Écoute, c'est cool. Vaut mieux pas que le mec en face de toi ait un casier dans une cage. Alors là, il prend double tarif. Le type. Non, c'est assez incroyable. On parlait de l'UFC. Est-ce que dans un choix de carrière, c'est toujours les débats et les questions qu'on aime bien poser. Là, demain, sur le papier, tu as une proposition financière très intéressante du PFL qui n'a pas le prestige de l'UFC, qui ne te connaît pas encore et qui te propose un contrat basique. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais à l'UFC. En fait, je suis pas là ni pour la notoriété ni pour l'argent. Je suis vraiment là parce que j'aime le combat en fait. Donc moi, je choisis l'UFC, c'est vraiment pour le combat, pour affronter des bons gars, les meilleurs. Et donc voilà, j'ai vraiment pas de, enfin l'argent, c'est un plus, mais c'est pas ma priorité et la notoriété non plus. Donc c'est vraiment à combattre les meilleurs mecs et puis voilà quoi. Ouais, les réponses les plus flippantes du monde. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour me battre. Pour moi, les meilleurs sont à l'UFC, hein, donc forcément, moi, je veux combattre les meilleurs. C'est vraiment mon but. Donc ouais, j'irai à l'UFC si j'ai la chance un jour d'avoir une proposition. T'as un adversaire de rêve entre guillemets, enfin un combat où tu te dis ouais celui-là lui j'aimerais bien me le faire juste pour savoir ce que ça fait. Non pour moi c'est encore beaucoup trop tôt pour annoncer call out etc. Là je suis au MMAGP, je combat pour la ceinture pour le prochain combat et on verra si un jour j'ai un contrat, je pourrais peut-être call out quelqu'un, mais là je suis encore loin donc non j'ai pas d'adversaire en vue. Il y a un objectif pour que tu perdes à atteindre pour perdre ton humilité ou d'un moment où bah je suis comme ça naturellement donc non pareil je changerai pas en fait. Je suis comme ça naturellement et je changerai pas, je suis comme ça. Et toi tu te sens progresser, évoluer, tu sens que tu peux encore franchir des caps, aller loin et tout? Ouais, au niveau du niveau justement global on va dire. Déjà quand je suis arrivé il y a 4 ans à la Climax, j'avais jamais fait de pur MMA en fait. C'était vraiment dans des structures où il n'y avait pas de cage contrôle, pas de frappe au sol, pas de transition boxe sol ou boxe lutte. Donc c'est vraiment il y a 4 ans que j'ai découvert le vrai MMA. Parce qu'en province, donc j'étais à Rennes avant, en province il n'y avait pas de structure aussi développée que la Climax. Et du coup je sais que là en 4 ans j'ai beaucoup progressé. Et donc je pense que les prochaines années je vais encore plus progresser. Donc ouais je pense que sur tous les points j'ai une grosse marge de progression. Ouais. Ok. Dans la manière dont le MMA il est en train de s'orchestrer, de prendre forme en France, est-ce que tu aimes bien ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu y vois du positif et du négatif? Qu'est-ce que tu en retiens finalement de comment ça évolue en termes d'orgas, de combattants, de médiatisation aussi? Alors comment ça évolue? Donc moi ça fait que 2 ans que j'y suis dedans, dans le sport de combat pro on va dire. Donc j'ai pas un recul nécessaire je pense. Mais de ce qui se passe actuellement, de ce que je vois, c'est bien pour tout ce qui est pro parce qu'en fait on est vachement mis en avant, il y a beaucoup de pubs sur nous, les contrats sont forcément plus intéressants je pense qu'avant, je pense que Yacine pourra en parler et du coup c'est que du positif pour nous. Après je trouve qu'au niveau amateur ils sont peut-être trop mis en avant par rapport à leur statut de carrière entre guillemets. Je trouve que c'est ce que je pense hein. Et même nous en tant que début pro des fois on est trop mis en avant je trouve. Trop rapidement on nous parle de l'UFC tout ça, je pense qu'il faudrait plus être patient, pas trop les monter, les mettre en avant sur les réseaux tout ça, prendre le temps, se faire ça discrètement, enfin simplement et puis voilà, je trouve que ça va des fois trop vite pour des jeunes combattants pro ou des amateurs, je trouve. Ça te gêne si parfois certains amateurs sont plus visibles ou même parfois mieux payés que des pros? Ça me gêne pas parce que c'est tant mieux pour eux, mais
Mais après, c'est à moi de faire le job aussi. Moi, je sais que je suis pas forcément très réseau, tout ça, donc c'est de ma faute, entre guillemets, si je suis pas mis en avant sur les réseaux, par exemple. Mais tant mieux pour eux, ils font le job en fait. Hein. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe, donc ils ont bien raison de le faire. Ils ont bien raison. Bah justement, autour des réseaux, ce qui est important, c'est un peu de cultiver une image de marque, un positionnement, un délire, une identité. Ce serait quoi autour de toi? Ce serait le pur passionné de MMA, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans ta vie, dans ton quotidien qui ressort? Je sais pas, tu sais, Fares, moi j'ai été impressionné quand j'ai appris qu'il était un peu fermier agriculteur, tu vois. C'était... Ben non, mais c'est quelque chose qu'on voit pas tout de suite, mais qui aujourd'hui, je trouve, pourrait clairement faire partie de son image de marque. Je suis un combattant, mais voilà, je suis aussi très proche de la nature, j'aime les produits frais, j'aime les trucs faits main, tu vois. Il y a un vrai truc, c'est un vrai délire. C'est vrai. Est-ce que toi, il y a quelque chose comme ça, en complément de cet amour, cette passion du combat, qui te représente en tant qu'être humain? C'est compliqué parce que oui, j'ai beaucoup de passion. Enfin, j'aime tout ce qui est activité export extrême, mais ça rejoint un peu le MMA en fait. Ah ouais, bah c'est comme Manon Fiorot, par exemple, qui était championne de snowboard. De snowboard, c'est ça. Ouais. Donc il y a tout ça. Après, non, je pense pas. C'est vraiment plus sur l'aspect mental où je suis vraiment déterminé, etc. Mais après, non, non, je pensais vraiment tout ce qui est, tout ce qui est l'aspect mental, vraiment juste ça, l'aspect mental, tout ce qui est extrême, donc le sport de combat, etc. Le MMA, vraiment, il y a que ça qui pourrait m'identifier vraiment dans la cage et un peu le tempérament de Benoît en fait, pour revenir à lui. Hein. C'est vraiment déterminé. C'est juste ça en fait, déterminé. Ok. Et comment tu te conditionnes mentalement? On voit qu'il y a vraiment plusieurs méthodes. Tu vois, typiquement, un Cyril Gane, il est plus dans l'approche de relativiser beaucoup les choses, de se dire finalement c'est un être humain face à moi, donc il n'y a pas grand chose qui nous sépare. Cédric Doumbé va plutôt être dans la surpression pour se dire l'échec est interdit et de toute façon je vais me conditionner à me dire que je suis le meilleur pour que j'ai le meilleur résultat. J'ai pas un milliard d'autres exemples en tête, mais je trouve que les deux contrastes sont assez intéressants. Comment est-ce que toi tu te conditionnes mentalement? C'est quoi ton approche? Alors moi je relativise beaucoup parce que de par ma profession on est confronté à des choses qui sont quand même plutôt graves parfois. On voit des choses aussi qu'on devrait pas voir. Du coup je relativise beaucoup et je me dis que rentrer dans une cage en fait c'est rien par rapport à ce que vivent d'autres gens ou ce qu'on peut voir dans la profession. Donc c'est vraiment, moi je relativise beaucoup sur tout ce qui peut se passer dans le MMA. Pour moi en soi c'est quoi? C'est rentrer dans une cage, se frapper avec un gars et c'est tout quoi. Mais en fait, il n'y a pas de risque plus grave que ça, quoi. Donc je relativise beaucoup quand je suis dans la cage. Ok. Ouais, pour toi, t'as pas cette notion de danger extrême, de trucs. Finalement, un peu comme Benoît, parce que tu te rends compte que Benoît, quand il rentre dans une cage, c'est un peu le cadet de ses soucis par rapport à ce que sa vie a pu le faire voir avant, quoi. C'est ça, en fait, il y a tellement pire que du coup, c'est vraiment relativisé. Puis en fait, c'est juste une cage, deux mecs qui s'affrontent et c'est tout, quoi. T'as été exposé à des situations dures et compliquées en tant que policier, justement? Oui, forcément, oui. Ouais, après, je pourrais pas trop rentrer dans les détails. Non, mais pour ce qu'on se donne à peu près, une idée un peu, qu'on sache si on n'était pas une prise d'otage, on est dans ces degrés-là. Non. Après, ça va être compliqué de rentrer dans les détails. Mais dans la mesure où tu peux parler. Mais par exemple, oui, je suis rentré donc moi à 19-20 ans dans la police. Assez jeune quand même. Hein. Ouais, assez jeune, ouais. Et pour un jeune de 19-20 ans, j'ai vu on va dire des morts de différentes manières, on va dire. Okay. Et que ça soit un corps, on va dire, déchiqueté, jusqu'à un corps pulvérisé par un train, des noyés, des brûlés, etc. Donc quand t'es à cet âge-là, normalement t'es pas censé voir ça. Donc ça fait relativiser dans la cage. Effectivement. Il y a Khalis qui dit Mathias, c'est un iceberg froid et solide comme la pierre, d'où le surnom Iceman. Iceman, c'est toi qui as choisi ce surnom ou on te l'a donné? On me l'avait dit une fois ou deux. Et du coup après je l'ai répété dans une première interview et en fait c'est resté après. Tous les gars de la salle, parce que Khalis c'est un gars de la salle qui est pro également, et tous les gars de la salle m'ont continué dans ce nom là. T'aimes bien? Ça me correspond bien, ça me correspond bien. Moi je suis plutôt froid, je laisse rien paraître en fait en général, donc ça me correspond bien. Mais il y a un peu de chaleur dans ta voix, dans ton intonation, tu vois. C'est non, ça par qui contre, casse un peu ça. Non, je suis déconneur et tout, par contre. Mais je sais pas, on sent que t'as cette vivacité aussi dans la parole. Non, je suis déconneur, mais quand je suis dans la cage et tout, quand c'est sérieux, je suis vraiment carré, froid et je montre rien, quoi. C'est quoi ton plus gros loisir en dehors de la cage, de l'entraînement, du sport de combat? Moi, ma vie, elle tourne quand même beaucoup autour du sport de combat, mais du sport en général et tout ce qui est activité extrême, comme je te le disais tout à l'heure. Et en gros, avec un pote et un groupe de potes, on a fait beaucoup d'activités style plongée sous glace, via ferrata, mais en fait, c'est pas via ferrata genre un petit niveau entre guillemets, c'est vraiment on va chercher les trucs les plus durs à chaque fois. C'est quoi via ferrata déjà? C'est de l'escalade sur des parois rocheuses. Ah, avec de l'eau et tout, non? Pas forcément. Non, là c'est en hauteur en fait, genre t'es, je sais pas, 500-800 mètres d'altitude quoi.
et en dessous t'as le vide quoi. D'accord, on va pas faire ça. Moi je vais pas le faire personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est canyoning, tout ce qui est avec de l'eau. Ah oui, canyoning, ok. Mais du coup, je vois très bien. Bon, c'est vraiment pas. Je respecte beaucoup les gens qui font ça. Je ne sais pas pourquoi vous le faites vraiment, mais je vous respecte pour ça. En fait, c'est pour travailler tout ce qui est mental en fait, tout ce qui est le vertige pour ça, tout ce qui est claustrophobie, tout ce qui est tout ça. J'aime bien me pousser vraiment dans mes retranchements mental du coup et physique. Et donc je fais toutes les activités qui peuvent me pousser dans mes retranchements. En fait, tu préfères affronter toutes tes peurs pour qu'elles n'existent plus. C'est ça en fait. Il y a plus d'inconnus, plus les choses sont connues, moins il y a de peur. C'est ça, pour maîtriser un minimum on va dire. Et puis pour être confronté à tout ce qui peut être le plus dur entre guillemets. Et puis ça forge, je pense, un bon mental, je pense. Ok. On parlait tout à l'heure des bilans, du fait qu'il y en a qui allaient trop vite, trop lentement. À partir de quel bilan, à partir de quel palmarès professionnel, tu penses que tu auras les armes ou ce sera le bon moment de passer à l'organisation supérieure? Je parlerai pas de bilan, je parlerai plus d'adversaire, du niveau de l'adversaire. Après, c'est compliqué de parler de moi-même, des adversaires que j'ai affrontés. Je peux pas dire qu'ils sont mauvais ou bons. Pour moi, ils étaient bons. Mais après, c'est compliqué. Je pense qu'il faudra encore attendre peut-être 2-3 combats et prendre un gars qui a vraiment prouvé sur l'échelle européenne pour passer un step-up au-dessus. Est-ce qu'il y a des mecs, à l'image de certains combattants qui ont pu être critiqués, c'est même pas eux qui sont directement critiqués, c'est plutôt leurs adversaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu te dire « Ouais, Mathias, t'es en 6-0, ça veut dire que t'as affronté que des plombiers ». Oui, il y en a qui le disent en fait. Ah ouais. Souvent en fait, avant le combat, on dit que l'adversaire est solide et que ça va être dur pour moi. Et après le combat, on dit en fait l'adversaire il était nul. Et du coup, ça arrive souvent ça. Mais les gens comprennent pas que c'est pas parce que tu gagnes facilement. Conor a gagné facilement contre Aldo, mais Aldo c'était un monstre et c'est un monstre. Donc c'est pas parce que moi je gagne facilement entre guillemets contre un adversaire qu'il est nul. C'est juste que mon style a fait que je l'ai battu, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais quoi. Donc non. C'est quoi l'adversaire qui t'a posé le plus de difficultés? C'est Emerson pour l'instant, qui serait ton dernier combat et le plus haut en termes de hiérarchie entre guillemets, ou c'était autre chose? Sur le papier, oui, j'aurais pensé que c'était lui, mais non, c'est Thomas Glo que j'ai affronté à mon deuxième combat. Ouais. C'était un pari entre guillemets un peu risqué parce qu'il avait 4-1 à cette période. C'est pas un ancien, mais c'est un nom qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années. Il est connu, ouais. Je sais qu'il y avait des médias qui l'avaient mis espoir français de l'année où je l'ai combattu, donc c'était 2022 si je dis pas de bêtises. Et donc Thomas Glo, c'était un adversaire solide qui m'a collé directement et il avait une bonne condition physique, bonne force, donc on avait un peu un style similaire. Et ouais, c'était un combat qui m'a mis en difficulté, mais je m'en suis sorti au deuxième round, donc ça a été. Et physiquement, les moins de 70 kilos, comment est-ce que toi t'es positionné de par ton morphotype dedans? T'es plus grand que la moyenne, plus dense, comment, par rapport aux autres En général, je suis plus grand. Je suis assez longiligne, on va dire. Ouais. Donc j'ai la distance pour moi. Mais pour l'instant, je suis en général plus grand de mes adversaires où ils font la même taille que moi, quoi. Ok. Rare qu'un mec te dépasse, voire impossible, quoi. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Tu fais 1 mètre combien? 83. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si, j'avais une autre. Non, zut, elle vient de m'échapper. C'était une question sur les moins de 70 kilos. Est-ce que oui, le cutting, c'est difficile pour toi ou pas forcément? Alors, est-ce qu'il y a possibilité de te voir combattre plus léger, plus lourd? Non, déjà, là j'ai combattu en 73 déjà, mon dernier combat. Donc le cutting est difficile, mais il est faisable. Par contre, en 70, je pense qu'il va être difficile parce que je suis quand même à 82, quasiment 83 kilos maintenant. Ah ouais, quand même. Hors combat, ouais. Ok. On dirait pas, mais je pense que j'ai. Ouais, non, mais c'est parce que tu m'as vu zioter un peu. Mais... mais ouais, donc je vais faire des gros cuttings quand même. Ok. Donc il faudra vraiment être bien suivi et bien entouré pour faire des bons cuttings. C'est toi qui supervise les cuttings typiquement, Yacine, ou comment ça se passe pour toi, Mathias? Franchement, Mathias, c'est le premier de la classe. Ça se fait que. Ah ouais. Il sait quasiment tout faire. C'est pour ça il a une très bonne gestion même du cutting et puis il se renseigne beaucoup avant de cutter. C'est vrai? Ouais. Moi, je vais donner des conseils parce que moi aussi, j'ai beaucoup cuté dans ma carrière professionnelle. Et après, il suit les conseils de Fares, de Yanis, etc. Donc il est bien entouré. Ouais. Et ça, pas une souffrance. C'est pas un truc qui te. Enfin, je pense que c'est chiant et que c'est toujours une souffrance, mais. Il n'y a rien de pire qu'un cutting, mais ça fait partie du MMA maintenant. Tu penses que c'est pire un cutting ou de se manger un KO? Toi qui n'as jamais perdu. Bah du coup j'ai jamais mangé de KO. J'ai déjà mangé des cuttings mais pas des KO, donc on va dire que pour l'instant, le cutting pour moi il n'y a rien de pire. Franchement c'est horrible. Quand t'es dans le bain, t'es à la limite du malaise en fait. Donc pour moi il n'y a rien de pire qu'un cutting, c'est le combat avant le combat quoi.
T'as jamais pris de KO, mais genre même en sparring et tout, tu te fais pas trop bousculer. Enfin, t'es jamais mangé une énorme patate et des paillains. Pour l'instant, non, mais ça arrivera un jour. Mais pour l'instant, non, j'ai jamais été mis KO à l'entraînement ou autre. Non. T'es un peu un surdoué, non? J'ai été mis KO. Ouais. J'ai été mis KO au foot, par contre. Hein. Quand je faisais du foot, ouais. Il est passé au MMA après. Je te dis, t'as fait quoi là? Non, on a tous les deux voulu faire une tête dans le ballon. Sauf que lui a tapé pas le ballon, mais ma tête. Et dodo. Ah ouais, dur. Ouais, ça va. Ouais, bah au moins t'as eu cette expérience-là. Plus jamais ça. Jamais. Mais ça va, c'est. Sur choc de tête, ça doit être. Ouais, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Ça doit pas être évident. Bonsoir à tous. Je serai là si le 21 se confirme. Pas de date encore. Peut-être le 21 octobre. On a quand même de bonnes chances que ça se fasse le 21 octobre. Enfin, je sais que c'est un peu con comme question là parce qu'on est à 18 jours de l'échéance. Enfin, 17. C'est compliqué, hein. Ouais. En fait, on m'a tellement donné d'espoir sur des mecs qui disent oui, ensuite qui disent non. Donc, tant que j'ai pas d'adversaire qui est vraiment sûr à 100%, qu'on m'a dit c'est bon, il combat, c'est sûr. Pour moi, je combats pas en fait. Et comment t'es arrivé au MMA-GP? C'est via Amaury, qui est un des matchmakers qui, selon moi, je pense, est un des matchmakers qui sait trouver le plus de talent en France. Je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, Amaury, si t'es là, sache que voilà, je viens de te faire un bel hommage. Mais non, mais c'est... Tu vois, typiquement, c'était un des mecs... c'est lui qui avait trouvé Pavel Klimas pour Cédric Doumbé. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt correct comme opposition et on l'a vu au fur et à mesure du combat. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau combat de MMA. J'aurais pas forcément craché sur Klimas en tant qu'adversaire. Je trouvais que c'était une bonne trouvaille. C'est lui qui t'a approché. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est lui en lien avec mon manager, donc Manu Molinier. Qui a l'entreprise, enfin la boîte de management Manunid. Et donc c'est eux qui m'ont approché du coup via mon manager. Et ensuite j'ai fait mon premier combat contre Eli Kai en short notice d'ailleurs. Et ça a commencé comme ça en fait. Eli Kai, ensuite Guilhem Vlès pour le deuxième combat au MMA-GP. Et ensuite j'ai signé un contrat de 3 combats. Donc premier combat contre Emerson, et il m'en reste 2 du coup. Donc 1 pour la ceinture, le prochain. Et la défense de ceinture si je gagne, la défense de ceinture effectivement. Bien rajouté potentiellement pour pas mettre la charrue avant. Exactement. Donc Mathias qui combat au MMA-GP qui... C'est quoi, 3e organisation française? Je pense qu'il y a contention avec l'Hexagone MMA. Mais ça se tape entre les deux. Ouais, pour moi, ils sont à égalité. Pour moi. Ouais. Et quelle est la particularité MMA-GP, vraiment, je le redis, déjà qui est tenu par Abdel Kaznadji qui s'implique mais corps et âme dans l'organisation, je pense qu'il faut le dire, à travers la France, à travers la Suisse, avec une détermination incroyable. Donc Abdel qu'on salue, qu'on recevra je pense dans les prochaines semaines aussi pour reparler de l'événement qui arrive. Et donc Amaury qui est ce matchmaker qui va trouver un petit peu les pépites à droite à gauche. Et sur ça, vraiment, moi je sais pas, moi en France, c'est mon professeur Chen quoi. Il connaît tous les Pokémon rares avant. Amaury que j'essaierai de recevoir aussi parce que, écoute, on l'adore. Ça fait un bien fou de discuter avec lui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, MMA-GP, on te souhaite de trouver un adversaire. Donc en fait, pour ceux qui nous rejoignent, Mathias, le problème c'est qu'il est invaincu et qu'au MMA-GP, il traumatise un peu les combattants. Et donc là, il a pas d'adversaire pour l'événement du 21. Donc faut lui trouver un adversaire. On va faire des stories, on va faire des appels à adversaires. La condition c'est quoi? Faut qu'il fasse moins de 70. Il ait un bilan, une expérience particulière par exemple. Là, si tu pouvais avoir un peu si tu pouvais faire ta liste de critères que tu voudrais pour ton prochain adversaire, ce serait quoi? Un très bon adversaire qui a un bon bilan, qui a combattu dans des bonnes orgas et qui me tire vers le haut en fait tout simplement, qui puisse me mettre en difficulté enfin du mieux qu'il peut entre guillemets et voilà en fait, mais je veux combattre donc un adversaire qui est prêt quoi. Ok. C'est quoi la plus grosse bêtise qu'on peut faire quand on est policier? La plus grosse bêtise qu'on peut faire? Est-ce que t'as un petit péché mignon, un petit truc Quand on est policier? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai trouvé cette formulation-là. Je me suis dit peut-être qu'il a un plaisir coupable. Peut-être qu'il est policier. Un interdit. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est une question un peu philosophique, je te mens pas. Je sais pas ce que j'attendais comme réponse. Du coup, je sais même pas. T'as pas vu dans l'océan, genre. Allez. Alors là. Non mais parce que t'as l'air si sain, si appliqué, si sage, je me dis, je dis pas que t'as un côté sombre parce que c'est pas là où je veux t'emmener, mais je sais pas, est-ce que, on a parlé de la pizza tout à l'heure, est-ce que tu manges trop de bonbons, est-ce que tu passes trop de temps sur la play, j'en sais rien. Non, je fais attention à tout ça quand même, l'alimentation, tout ça, c'est, ça va avec le sport de combat et le sport professionnel, donc je fais très attention. La bière, tu vois, typiquement, genre j'avoue, je suis policier, je suis combattant, mais le petit apéro du vendredi...
va dire 2-3 fois par an. Je me laisse aller et on fête ça bien, on va dire. Ok. Voilà. Mais 2-3 fois par an, ça va, t'es quand même très raisonnable. Genre. Mais bon, les 2-3 fois par contre, on profite vraiment, quoi. Sortir la matraque dans la cage. Ouais, genre, je sais pas, tu sais, je suis déjà policier, mais parfois j'ai sorti le gyro parce que j'étais en retard. Je l'ai pas dans ma voiture, donc non, c'est pas possible, mais pourquoi pas. Des petits trucs comme ça, un petit peu, genre. Mais je me suis déjà fait sauter un PV parce qu'on sait jamais. Non, puis j'en ai pris un il y a pas longtemps, mais non, il a pas sauté. Putain, le mec est trop ça, il est relou de ouf. Il paye ses impôts et tout, même pas d'évasion fiscale. Attends, ah oui, c'est terrible. je paye des impôts, ouais. Je te confirme, je me fais bien. Il y en a qui disent, ouais, tu veux des photos de Mathias avec une bière, les mecs ils sont là pour te faire. Bon, ça va, j'étais jeune, j'étais presque mineur, je pense. Non, mais t'as le droit, t'as même pas de justifier. Non, mais je rigole, c'est des amis, c'est pour ça. Faut kiffer un petit peu. C'est des amis. Attends, excuse, j'ai juste un message. Ah oui, ok, tu m'as dit de le prévenir quand j'ai fini l'interview. Très bien, ce sera fait. Y a pas de problème. Pendant ce temps-là, Eddie, il carbure en story, là, je te vois. Hein. Ah ouais. On le voit pas, là, dans le cadre, mais... Ah oui, au niveau du timing, tu me dis, hein, c'est toi qui... On est bon, là? On est bon, chef. Oh, bah ça va, je suis bien. Qu'est-ce que... Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire, c'est vrai qu'on a vu plein de choses avec toi. T'as des frères et sœurs, c'est quoi ouais. Comment est-ce que t'as grandi, finalement? C'était quoi l'enfant Mathias Poiron qui est devenu, après, un redoutable combattant? En gros, moi je suis né en Normandie, de 0 en gros à 10 ans j'étais en Normandie, de 10 à 20 ans pour faire simple, hein, j'étais en Bretagne, et donc de mes 22 ans à maintenant, je suis à Lyon. Okay. Voilà, j'ai un frère qui est cuisinier, qui fait pas du tout de sport de combat, dans la famille j'ai personne qui en fait. Est-ce qu'il fait tes plats diète? Non, du coup il est loin de chez moi, donc non. Okay. Mais il cuisine très bien. Et ma sœur, elle est en études tout ce qui est langue étrangère, etc. Et pareil, pas de sport de combat. Et sinon voilà, non, rien de plus. Ils sont tous en Normandie ou Bretagne, donc je suis assez loin de ma famille quand même. Mais voilà. T'as une connexion avec Davy Gallon, combattant normand, qui rentre toujours avec son drapeau de la Normandie, ou pas du tout? Et bah du coup, ouais, pour la petite histoire, j'ai affronté... il était dans le coin du coup d'un de mes adversaires quand j'étais en Bretagne, c'était genre les championnats de Bretagne, un truc comme ça. Donc il était dans le coin de mon adversaire. Donc je l'ai rencontré plusieurs fois lors des galas, etc. Et je me suis également entraîné chez lui dans sa team là, c'est l'AFT, avec Robin Daeder, son coach. Je me suis entraîné là il y a pas longtemps, là quand je suis remonté, c'était en mai. J'ai fait une semaine là-bas. Donc voilà, mais il était pas là, il combattait je crois au Bellator ce week-end-là. Et voilà, mais je le suis depuis longtemps. Ok. Tu penses qu'il te manque quoi pour exploser un petit peu en termes de visibilité? Parce que typiquement, normalement, quand tu connais bien le MMA, quand tu vois ce qui s'est passé au dernier combat, tu devrais déjà avoir une espèce d'alerte dans ta tête qui te fait dire oula, attention, il y a peut-être un gros client chez ce Mathias Poiron. Mais là, pour vraiment que on va dire, le grand public puisse te situer et te reconnaître, il faudrait quoi? Il te faudrait un nom là, un blaze qui parle aux gens. Ouais, un blaze connu, je pense. Après, de la communication de ma part aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je fais des interviews, c'est pour aussi augmenter tout ça. Mais ouais, je pense un nom qui est connu au moins en France, pour vraiment qu'ils voient que j'affronte des gars côté, et puis qu'ils voient qui je suis, entre guillemets. Il y a quoi en moins de 70 en France qui peut être intéressant là comme ça? Enfin, je le dis en mode à haute voix parce que j'ai pas forcément tous les noms en tête. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez, je sais pas, un combattant français en moins de 70 à qui vous pourriez penser, qui a déjà une solide expérience? C'est vrai qu'il y a Sola du coup qui est en 70, son adversaire c'est Younusov là qui est en 70. Ouais. Après en France... T'as Wilson Varela, mais j'aimerais pas que vous vous battiez l'un contre l'autre, et en plus c'est pas les mêmes organes, donc ça me paraît un peu compliqué. Ouais, je sais même pas où il est, mais il y a Hexagone et parfois KSW, donc je pense que ça va être difficile. Ouais, Au GP, j'ai pas tous les 70 en tête. Du coup il y a Kewini Lopez qui a combattu, il y a un... Title Shah, il a pas fait du 70? Si, mais il a signé au One là. Ah, c'est dommage. Il y a Daniel Kolazinski, quelque chose comme ça, qui a combattu au GP. Amin Ayoub, tiens, on dit. Qui a gagné. Après c'est au Ares aussi, mais... Il est à l'Ares, ouais. Ça aurait été tu vois, c'est ce type de truc là, où par exemple, parce que lui il a 25 combats je crois en pro, ça pourrait être trop expérimenté par exemple. En fait, ça me paraît tellement des mecs qui sont dans le milieu depuis longtemps que moi, j'arrive pas à me rendre compte que moi qui suis là depuis que 2 ans, que combattre contre des mecs comme ça, je dis pas que j'en ai peur ou autre, mais pour moi, il y a tellement un monde d'écart, pas forcément en termes de niveau, mais en termes de. Enfin, les mecs, ils sont populaires, ils sont connus dans le monde entier, enfin, dans toute la France, toute l'Europe, on va dire. Donc, ça me paraît tellement loin.
Mais bien sûr, si on me propose des combattants comme ça, oui, ce serait un plaisir de combattre avec eux. Ouais. Ok. Godefroy qui dit la communication sur son Insta, déjà, ce serait bien. Tu vois, il te met un peu la pression, genre. Bah en plus, c'est ma copine qui gère, donc ouais. Elle s'y met tout doucement. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Y a Big Ticket qui demande si c'est possible d'assister aux entraînements à la Climax à Lyon. En spectateur. Ouais, c'est pas forcément ce qui t'arrange, non ? Non. Non, parce que c'est quand même du huis clos, c'est quand même des stratégies qu'on révise, Après... Alors, c'est un de nos modérateurs, hein. Moi je te donne gage de confiance. Hein. Ah bah si, c'est un... ouais, bien sûr. Mais que... Si veut regarder, oui, c'est vraiment par l'œil de curiosité. D'accord, ok. C'est pas pour aller... T'inquiète, il va pas donner des infos au camp adverse. Oui, bien sûr, c'est possible ça. Mais c'est mieux de pas trop avoir une salle où tout le monde rentre et sort. Enfin, c'est bien de garder le côté un peu fermé. Vivons heureux, vivons cachés. Ah ouais. Non, mais après on est ouvert et tout, mais il faut pas que ça soit un spectacle de fois. Puis même trop de public, ça peut bousculer un peu, détériorer un peu l'entraînement, etc. Donc. Même pour la famille, ils disent. Oui, c'est vrai que je m'en souviens, c'était Aldric Cassata qui disait ça au Boxing Squad. Il a vraiment pas trop l'habitude d'ouvrir les portes, mais il l'avait fait pour préparer Manon Fiorot au fait qu'elle allait combattre à Bercy. Il faisait rentrer plein de gens qui étaient là pour tout et pour rien, qui discutaient. Dans un certain contexte, oui. Pour créer de la distraction, justement. Comment était le public à Genève ? C'était calme ou c'était. J'ai pas bien pu voir. Plutôt calme. Je crois que c'était une salle de 3000. Il y avait peut-être 2000 personnes dans la salle. Ouais. Donc après moi j'avais fait Bordeaux avec Cédric Doumbé, j'avais fait Le Havre avec le Banner aussi. Ouais. Donc forcément c'était différent. Mais non, après ça restait très correct. Mais quand t'as connu Doumbé et le Banner, forcément c'est sûr que tu peux pas comparer en fait. Ouais. Tu peux pas comparer. Et tu sens que, comment dire, est-ce que tu pourrais pas être le prochain visage justement du MMA GP, parce que le Banner, Cédric Doumbé, bah ça clairement, on va pas se mentir, et c'est une stratégie qui pour le coup elle est ultra intelligente. Ça a été les noms qui ont permis de situer le MMA GP et qui ont fait que c'était suivi, et qu'aujourd'hui je pense que c'est toujours suivi malgré le fait qu'ils ne combattent plus. Pourquoi ce serait pas toi finalement le prochain visage du truc, même si les gens te connaissent pas forcément. Aujourd'hui, le premier réflexe d'un mec quand on lui dit tiens, ce mec là il est bon, c'est tous le même, tapologie, c'est ça. On regarde, et si on regarde ton tapologie, bah difficile d'avoir mieux que toi quand même. Ouais, pour l'instant c'est vrai. Ouais. Comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent me mettre de plus en plus en avant. C'est vrai qu'avant ils partageaient moins mes trucs, genre contre Emerson, j'ai vu qu'ils mettaient beaucoup Emerson en avant. Ouais. Et depuis ça partage beaucoup mes publications, etc. Donc je pense que oui, c'est peut-être une envie qu'ils ont de me mettre beaucoup en avant. Donc tant mieux. Après on verra par la suite. Mais effectivement il y a la ceinture en plus qui arrive. Donc c'est peut-être ça en fait. Donc je pense qu'ils vont mettre en avant le truc. Si tu prends cette ceinture là, ce sera peut-être le truc qui se fait décoller. Et puis je sais qu'Amaury veut pas mal me mettre en main event aussi maintenant, donc forcément au niveau popularité ça va marcher quoi. Donc plus les performances. Ils sont malins au MMA GP, hein. Ils font ça bien pour l'instant. Ouais, ils sont bons. Est-ce que, comme beaucoup d'adversaires d'Emerson Silva, t'as prévu aussi, ou lui a prévu de s'entraîner avec toi, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup, d'aller aller tourner avec ses adversaires après les combats, etc. Alors c'est pas forcément prévu, mais moi je sais que j'aimerais bien remonter dans la team Wara, pour me rentraîner une petite semaine avec eux, par-ci par-là, et puis même le revoir ça me ferait plaisir aussi, parce que ça reste un très bon gars. J'ai discuté avec lui, il est adorable, vraiment. Super gentil, franchement rien à dire. Puis c'est un guerrier aussi dans la cage, donc j'aime bien sa mentalité. Donc pourquoi pas remonter à Paris pour faire une petite semaine avec eux, avec Romain Desbiennes aussi, qui était passé à la Climax d'ailleurs une ou deux journées, journée je crois. Donc pourquoi pas m'entraîner avec eux. Ça parle de ta chanson d'entrée. Tu peux nous en parler? J'ai pas la rêve, je vous mens pas. C'est Mano, la tribu de Nana. Et c'était toi qui a fait ça. À chaque combat, ça fait 6 combats qu'elle y est. Alors, parce que autant, tu sais, j'ai vu le combat, parce que quand tu mets les highlights du combat, ils te remettent pas à l'entrée. Mais je me souviens que j'avais entendu avec Rodriguez. Je crois que je suis le seul dans le monde, on va dire. Est-ce que ça bougera un jour ou pas? Est-ce qu'on est fixé sur... Est-ce qu'on est sûr de ce choix? Alors en plus c'est vraiment un choix et c'est un plaisir en plus. C'est vrai. Parce que le son il est mythique, parce que c'est ta région natale, c'est un chant guerrier breton, enfin c'est ce que je kiffe quoi, ça me correspond je trouve, et puis c'est atypique en plus, donc j'aime bien, franchement j'aime bien. Franchement là ça m'a fait tout m'est revenu d'un coup, ça m'a fait les émotions, j'étais pas prêt.
Mais c'est bien moi, ouais. Emerson qui dit je vais devoir aller travailler maintenant, super interview, félicitations à Mathias, son équipe, bonne soirée à tous, à la prochaine. On est clairement dans l'état d'esprit qu'on décrivait d'Emerson Silva. Yes. Et ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc je sais que je vais devoir vous libérer parce que vous avez un train à prendre pour repartir à Lyon. Je tiens à le dire que vous êtes venus spécialement pour ça et vraiment je vous en remercie chaleureusement parce que c'est toujours bien de parler avec des combattants, de faire des interviews, mais quand vous êtes en physique, c'est toujours un petit peu plus particulier. Ouais. Et je vais te proposer aussi de te mêler à un exercice qui est devenu rituel. C'est que... Où est mon matos là? Attends, j'ai un plastron, j'ai des gants. T'as le droit soit de me faire une combi de striking sur ma personne. Ok. Et de toute façon, je vais pas me défendre parce que je risque de mourir. Soit tu peux me montrer une soumission de ton choix. Mais il faut juste que je récupère mon matos qu'on m'a allègrement volé. Je te laisse avec le chat. Si vous avez des questions pour Mathias dans le chat, allez-y. Et je vais essayer de récupérer ça assez rapidement. Putain, mais où ils m'ont foutu ça? Ils m'ont volé tout. Nickel. Ouais. Je peux regarder des fois il y en a qui posent des questions. Tu peux répondre, Mathias. Ouais, je vois, il y a... Donc tu te plais à Lyon sinon ouais, Lyon super bien. Moi j'habite au sud de Lyon, dans la campagne. Donc franchement c'est top, je suis au calme, entouré des vignes. Donc ouais, c'est top. Sans parler de tacos. Ton finish préféré, je pense c'est celui contre Thomas Glo. Regarde-moi ça. On a un plastron de qualité. De quoi? Je vais faire frapper, rends-lui service. Ça te va ça comme gant? Ouais. Parce que je veux pas que tu te niques la main parce que je suis très solide, hein, on va le rappeler. Donc normalement, j'espère que c'est à ta taille. Ouais, c'est bon, ça devrait aller. Tu vas me faire une petite combinaison du coup là. Attendez, je vais dézoomer pour vous là. Sur le... Oula, c'est l'autre. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Moi je vais me plastronner. Hein? Il est sympa son kiff. C'est un plaisir. Merde, putain, à chaque fois je fais... Non. C'est pas facile de faire vivre le MMA aux gens tous les jours. Hein, Ah, c'est fou. Je donne beaucoup de ma personne, hein, c'est terrible. Amaury, c'est ici qu'on s'amuse à se taper dessus comme des sauvages. Bah on t'attend aussi, Amaury. Toi aussi un jour tu pourras venir. Putain, tu sais que là on te voit pas à la cam, attends, viens. Je m'échauffe parce que. Ouais, bah. C'est con de se blesser. Hein. T'échauffes pas trop, gros, quand même, vraiment. T'échauffes vraiment pas trop, hein. Alors, juste préviens-moi de ce que tu fais, que je me mette sur les bons appuis, parce que moi, ce que j'aime bien, alors je le précise, j'aime bien avec tous les combattants, c'est que personne me dit ouais, mets-toi en appui, mets-toi bien en équilibre. Je me souviens de Nassourdine Imavov, je me suis mis droit comme un i. Le mec, il m'a envoyé dans le mur en direct. J'ai dit bah non. Donc, sur quoi on va travailler là? Alors, je vais faire un coup de genou sauté au visage. Pardon? Non, je rigole. Non, j'ai failli mourir. Il m'a dit coup de genou sauté au visage. Hein. Pas de claquage, j'ai besoin de ce gars-là. Ouais, non, t'inquiète, Amaury, on te... Bah, c'est pas avec moi qui va se faire mal, hein, je te le dis très clairement. Gauche-droite et crochet au corps. Vas-y, tu vas en... Doucement tu début, peux fais... monte, Vas-y, tu le fais genre 3-4 fois et en montant en intensité, vas-y. Juste un tout petit peu là. Donc je fais gauche-droite au corps. Ah, pourquoi il est énervé le dernier? Ah, c'est par réflexe. Ah ouais, d'accord, ok, vas-y. Tu veux bien. Vas-y. Ouf. Tu me dis. Oui. Vas-y, tu peux encore. On va arrêter là. Wow. Mais c'est des coups de fouet. En fait, c'est pas mal. J'aime. Ça passe. Ah non, mais je kiffe parce que comment dire. En fait, l'accélération. Tu sais, tu commences le premier et vraiment, en fait, pour vous dire, le premier est une two-shot, le deuxième il te bloque un peu, le troisième il te détruit. Tu vois un peu, il y a cette gradation, c'est stylé de ouf. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Non. Bah écoute, on peut se remettre là vite fait pour dire au revoir. Donc Mathias Poiron, qui on l'espère, devrait combattre au MMA GP le 21 octobre. Si un adversaire ose, si un adversaire se dévoue, on serait très heureux de voir ça. On a tous envie de te voir combattre. Et surtout, attends, on va... C'est quoi ton... Alors je sais que t'es pas très sur les réseaux, mais c'est plus Instagram pour toi? Tu veux mon Insta? Ouais. Ouais, Instagram, ouais.
Bah oui, sauf si t'es sur Twitter ou sur un Non, truc. que Insta, ouais. Et c'est quoi? C'est Mathias. Mathias Poiron. Attends, mais pourquoi ils te mettent pas ton Insta sur Google? Même mon Insta, il me connaît pas. C'est terrible. Ouais, non, mais je te jure, hein. Je crois qu'il faut rajouter MMA. Retour en image. C'est absolument pas ça. Bon, Sacha, je vais le retrouver quelque part. Je pense sur Insta direct, non? Ouais, mais Instagram ici, il est très capricieux et tu vois, il charge un peu. Ah, voilà. Là. Donc allez soutenir Mathias et Monsieur. Ben oui, il est là. Monsieur Bandoui et Amaury. Bah attends, on fait les choses bien. Il manque que toi. Où es-tu, Amaury? Amaury, tu sais que je t'attends dans ce siège quand tu veux, vraiment. Avec Eddie, si tu veux. Non, je rigole. Comment on fait pour le suivre? Je vous ai mis le lien vers ta page Instagram, donc donnez du soutien, un peu de visibilité à Mathias. Regardez les highlights de ses combats, je pense que ça vous fera. Ouais. Parce que là, il est tout gentil, il nous fait des blagues, il nous raconte sa vie. Dans la cage, c'est un peu. Bon, c'est la même personne, mais en plus rapide, plus énervé un petit peu aussi. Non, vraiment, c'est. Moi, je vais parler très sincèrement. Je pense que t'es en train de monter et je pense que ça peut aller très très vite pour toi vu comme ça avec la manière. Enfin, on va parler français. Il y a déjà en France, il y a des combattants de MMA qui n'arrivent pas toujours à terminer leur combat. Tu termines tous tes combats et t'en as 6 en professionnel. Donc c'est vraiment un gage et ça représente un petit peu aussi. Tu parlais de Benoît Saint-Denis qui a aussi ce commun-là avec toi. Donc c'est des profils qui sont pas les plus courants et qui du coup peuvent être très vendeurs de leur capacité à combattre et qui en termes d'enjeux sportifs peuvent aller très haut. En tout cas, moi j'aimerais te voir aller encore plus haut. J'espère que la prochaine fois que tu viendras ici, tu seras dans une orga majeure mondiale, aussi. Etc. Mais je pense que ça devrait se passer dans ce sens-là, puisque vous savez que nous, la dernière fois qu'on a reçu un mec et qu'on a dit ouais, ce gars-là il pourrait aller à l'UFC, il s'appelait peut-être Yanis Guémouri et peut-être que quelques temps après, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on te le souhaite. Je me souhaite le même chemin, exactement. On te le souhaite. Merci beaucoup, Mathias. Je vais vous jouer un petit contenu YouTube et je vais pouvoir accompagner ces messieurs qui vont rentrer à Lyon, s'entraîner. Je peux finir avec un truc ou pas? Vas-y, je t'en prie. Alors là, c'est Open Bar. Tu peux citer tes sponsors, des marques, la famille. Vas-y. Donc déjà, me remercier tout le club de Climax avec le coach ici présent. Donc tous les partenaires d'entraînement. Bon, je vais pas citer tout le monde, ils vont se reconnaître. Je remercie donc tous les amis, la famille, etc. qui me suivent qui me suivent tout le temps en fait. Pardon, ça c'est la Ligue des Champions. Ça sonnait bien derrière en fond. Désolé. Pas de souci. Et je vais aussi remercier Whip Up. Donc je vais montrer juste le pull. Hop, je sais pas si on voit. Là, Whip Up, qui est donc. Donc en gros, c'est mon sponsor depuis cette année, depuis janvier. Et il s'occupe très bien de moi, il est vraiment présent pour moi quand j'en ai besoin. C'est du textile. Donc, du coup, textile et équipement de boxe, mitaines, tout, gants, protège tibia, tout. Donc voilà, c'était vraiment eux que je voulais citer également. Et remercier le MMAGP, Amaury, Manu Moninier, mon manager, Abdel pour tout ce qu'il fait pour le MMAGP, Edgar ici présent qui a permis que... Ouais, mais bon, c'est pas grave. Edgar ici présent aussi, qui a fait la démarche pour que je vienne ici. Et donc voilà, après tout le monde qui est présent. Ouais, et trouvez-lui un adversaire. Amaury, on te met pas la pression, mais trouve-lui un adversaire. Mais s'il te plaît. On veut le voir combattre. Je vais vous mettre un contenu. Attendez, il me faut à peu près combien de temps pour descendre et remonter? Ce week-end. C'est ce week-end? Ouais, c'est ce week-end qu'il y a le Bellator avec le retour du cousin de Khabib Nurmagomedov qui va défendre sa ceinture des moins de 70 justement. Oui, ouais, contre Primus qui a battu. Et c'est vrai que tu pourrais être aussi un petit peu à la dégaine, un petit style là, un petit style à la française. Les oreilles, la barbe. Je vous laisse avec la vidéo qui vous résume les différents finishes du terrifiant cousin de Khabib qui est en train de marcher sur le Bellator, cette organisation qui, vous le savez, est la numéro 2 mondiale du MMA. Je sais, Amaury, on te taquine. Je vous laisse avec ces finishes là, le temps de raccompagner Mathias et ensuite on va contacter l'ému, on va se mettre en mode Champions League pour la nouvelle soirée qui arrive avec le PSG, etc. Donnez de la grosse force à nos amis combattants de Lyon et si vous voulez aller vous entraîner au Climax, n'hésitez pas. Vous avez vu qu'il y a un très bon vivier amateur dont on a parlé, si vous voulez vous lancer dans le MMA en amateur, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve d'ici quelques minutes les amis, merci, en tout cas vous avez été top sur cette interview.